Alors, bonjour à tous et à tous, et encore merci de l'invitation pour être avec vous en cette fin d'après-midi, pour parler d'un sujet qui nous est cher à la CFDT, au travers à la fois des mutations du travail et puis la question globalement du dialogue social et des relations professionnelles. Donc, juste deux mots sur qui je suis. Donc, Catherine Pinchot, secrétaire nationale, en charge des questions de travail, d'organisation du travail, de temps de travail et de handicap, mais également en charge des questions de formation syndicale et de politique de renouvellement des responsables. Donc, vous verrez qu'il y a un certain nombre de sujets qui traversent les deux présentations qu'on va voir qui nous sont chères. Alors, peut-être deux mots pour vous dire un peu comment on voit les affaires de ces mutations de travail à la CFDT, qui, comme je le disais, nous sont chères. Déjà pour dire qu'on constate, comme tout le monde, qu'il y a des grandes transformations sociétales qui sont bien évidemment à l'œuvre depuis longtemps, donc qui font que le travail change, évolue et se transforme. Alors ces grandes transformations que sont la mondialisation, la révolution numérique, la transition écologique et énergétique en particulier, et avec des impacts à la fois sur l'organisation des entreprises, comme vous avez pu en particulier le voir sur la table ronde précédente, donc des impacts sur la façon dont les entreprises et les organisations de ces entreprises se transforment, et dont le travail en tant que tel, et en particulier l'activité de travail, se transforme. Ce qu'on peut faire, nous, comme principaux constats, là aussi, vous ne serez pas étonnés, j'imagine, c'est la question de l'intensification du travail, bien évidemment, qui génère des problématiques de travail et des besoins en particulier de déconnexion au travail, une modification profonde, bien évidemment, des métiers, en particulier face à l'introduction des nouvelles technologies, mais également l'introduction du client dans un certain nombre, si ce n'est tous les métiers et les secteurs, l'arrivée du numérique, la numérisation, l'automatisation, la robotisation, qui peuvent à la fois présenter une menace, mais aussi des opportunités, en tout cas qui soulèvent de nombreuses inquiétudes. Des nouveaux modes d'organisation, vous avez parlé du Lean et des entreprises que vous avez auparavant. Et puis également des nouvelles formes d'emploi, des nouvelles formes de travail, avec des nouveaux acteurs qui sont hybrides, comme les groupements d'employeurs, les sociétés de portage salarial, qui redéfinissent en fait la question du lien de subordination, je dirais, entre le lien juridique et puis le lien économique. Et puis donc des nouveaux travailleurs, les fameux slasheurs en particulier, qui ne sont pas forcément jusqu'à présent dans le scope. En tout cas, tout ça, bien évidemment, justement, interroge la façon dont le syndicalisme peut répondre à ces mutations du travail, au fait que les entreprises se transforment, au fait que le travail se transforme, et au fait que les organisations du travail se transforment. Tout ça dans le cadre d'un dialogue social dont le cadre évolue depuis de nombreuses années, qui est relativement peu stable, en tout cas dans les 5 dernières années, et qui, là aussi, on le verra, pose un certain nombre de questions au syndicalisme sur les modalités de réponse. Alors, tout ça aussi pour vous dire que le travail, c'est un fil rouge que l'on a à la CFDT. En particulier, pour s'intéresser un peu plus au travail, on a lancé en 2016 une grande enquête qui s'appelle « Parlons travail », dont vous avez sans doute, je l'espère, entendu parler. C'était 150 questions en ligne et plus de 200 000 répondants. Donc vous imaginez bien qu'il y a une quantité énorme de données qui ont été récupérées, qui ont été analysées et qui donnent toujours lieu à des analyses un peu plus spécifiques sur les questions, par exemple, du temps de travail, en particulier la façon dont les répondants vivent leur travail sur cet aspect du temps.
Et suite à cette enquête, donc on continue d'exploiter, il y a quand même eu un manifeste sur le travail qui est sorti, et puis une interpellation des candidats lors des dernières présidentielles pour échanger avec eux sur la façon dont ils voyaient la question du travail dans la société au regard de ces évolutions. Alors, juste pour finir sur la façon dont nous, on voit certaines réponses à apporter à la CFDT, c'est la manière dont on doit sécuriser les parcours professionnels des salariés et plus globalement des travailleurs, parce que justement, on passe par des phases de salariat, des phases de non-salariat, avec des phases de rupture dans la vie professionnelle qui sont soit choisies ou subies. Donc voilà, comment collectivement on peut sécuriser les parcours. Il y a aussi la façon dont on peut intégrer la question de la santé au travail au travers de ces évolutions de parcours. Et puis la façon dont on pense et on repense surtout la relation au temps de travail, qui, de notre point de vue, ne peut plus être abordé sous un prisme simplement hebdomadaire, mais qui doit être regardé tout au long de la vie. Et donc, on est en train de réfléchir à ce qui pourrait être une banque des temps qui permettrait justement d'être un dispositif alimenté par le travailleur tout au long de sa vie, de sa phase d'études jusqu'à sa phase de retraite, et qui lui permettent de répondre à des besoins, que ce soit des besoins professionnels ou des besoins personnels, de disposer d'un temps plus ou moins long pour réaliser des projets. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ces questions-là sont totalement centrales au cœur de notre organisation et que, bien évidemment, ça s'aborde aussi sous le prisme du dialogue social et la façon dont ce dialogue se transforme et la façon dont on doit pouvoir s'adapter et y répondre. Donc, pour aller plus loin sur ces questions-là, je vais tout de suite passer la parole à Lauriane Enjolras, qui est juriste et maître de conférence en droit privé à l'université de Montpellier et qui va dans un premier temps nous parler des syndicats justement face aux mutations du travail. Bien, merci. Et puis, je tiens tout d'abord à remercier la Fondation des sciences sociales, François, José, et puis l'ensemble de mes camarades de promotion, si je puis dire, pour cette très belle année passée en votre compagnie et qui me donne l'occasion d'être aujourd'hui, de parler de cette thématique que sont les syndicats face aux mutations du travail. Alors, évoquer, c'est vrai, les mutations du travail, c'est ce qu'on a fait tout au long de cette journée. On a déjà évoqué quelques constats de ces mutations du travail en explosion, un recours croissant à l'emploi précaire, alors il est vrai avec des formes nouvelles, des formats typiques d'emploi, le développement des plateformes numériques, le délitement du salariat et les problématiques de frontières entre le travail salarié et le travail indépendant, ainsi que la dilution des frontières de l'entreprise qui pose les problématiques finalement de recherche de l'employeur et des responsabilités. Et souvent, il est vrai qu'en droit du travail, ces mutations sont analysées sous le prisme des relations individuelles de travail, donc sous le prisme du contrat de travail notamment et de la situation individuelle du salarié. Mais les effets ne sont finalement pas limités aux relations individuelles de travail. Ils frappent également les collectivités et la représentation de ces collectivités avec une crainte, c'est celle d'un système finalement qui serait asymétrique en faveur de l'employeur et qui ferait peser le risque d'une protection moindre pour les salariés. Alors dans ce contexte-là, on a finalement en France un paradoxe syndical. Ce paradoxe, c'est que les syndicats sont, et plutôt demeurent, les interlocuteurs naturels des salariés dans l'entreprise. Même si on voit apparaître ici et là de nouvelles formes de collectifs, c'est vrai qu'on a parlé des plateformes numériques, etc., où la présence syndicale n'est pas encore certaine. On a finalement des intervalles, où la présence syndicale n'est pas encore là. Mais il demeure évidemment dans le droit du travail les interlocuteurs naturels.
Toutefois, il faut bien dire, et ce n'est absolument pas un constat nouveau, que les syndicats font face en France à une diminution sensible, ou plutôt marquée, qui reste marquée du taux de syndicalisation des salariés en France. Alors c'est vrai qu'un graphique vaut mieux que bien des discours. On voit que la France se classe toujours dans les dernières positions sur les rangs de syndicalisation. Il y a encore, on a des chiffres un petit peu différents, là actualisés de la DARES qui parle plutôt d'un taux de 11%, mais c'est en mélangeant secteur public et secteur privé, et le secteur privé voilà, fait l'objet d'une carence de syndicalisation qui s'explique bien pour des raisons juridiques, puisqu'il n'est pas nécessaire d'être syndiqué en France pour bénéficier d'une couverture conventionnelle. C'est important aussi de le rappeler, et ça justifie de très nombreux écarts avec notamment les pays que vous voyez plutôt à droite du graphe. Alors, ce qui est finalement un petit peu moins nouveau, et ce qui est un enjeu, le premier enjeu pour les syndicats, c'est que cette crise de la syndicalisation des salariés se manifeste également par une crise des vocations syndicales, c'est-à-dire une crise de l'engagement. Et là, c'est évidemment le premier enjeu. Dans le même temps, parce que c'est un paradoxe, donc on a aussi l'autre côté de la médaille, c'est que le syndicalisme français demeure influent, il ne faut pas l'oublier. Alors il demeure influent puisqu'on a un monopole syndical en matière de négociation collective dans les entreprises de plus de 50 salariés, donc pour les entreprises qui sont pourvues d'un délégué syndical, qui disposent du monopole de la négociation. Et par ailleurs, on a également un mouvement de fond, dont on peut dire qu'il a été particulièrement accentué lors des dernières réformes sociales. C'est une articulation entre les normes sociales qui opère un déplacement du centre de gravité dans la production de la norme sociale du législateur vers la négociation collective. Et il y a plusieurs échelles, plusieurs niveaux de négociation collective. Le niveau favorisé par le législateur et le niveau de la norme sociale d'entreprise. Alors, autant vous dire qu'ici, c'est un constat qui éveille de nombreuses critiques par rapport à de nombreuses critiques syndicales, notamment par rapport aux problématiques d'affaiblissement de la loi, qui était la source traditionnelle de production de normes sociales en France. Affaiblissement également du rôle joué par la branche, qui ne joue plus son rôle régulateur, avec la crainte souvent émise d'un dumping social entre les entreprises au sein d'une même branche professionnelle, ou même d'un même secteur. Donc, et les problématiques évidemment qui vont être liées, je vais y revenir, aux négociations dérogatoires, c'est-à-dire qui se font sans nécessairement l'intervention syndicale. Une double interrogation peut donc être émise ici sur le rôle des syndicats face aux mutations du travail. Finalement, en repartant de l'émission traditionnelle des syndicats dans l'entreprise, qui sont au nombre de deux, schématiquement, la première mission, c'est le rôle de représentation du personnel à travers les instances élues du personnel. Et la seconde mission, c'est le rôle de négociation et de conclusion des accords collectifs de travail. Alors, les mutations du travail que j'ai pu évoquer ici n'affectent pas dans leur existence même ces deux missions. En revanche, elles sont profondément affectées dans leur substance. On voit aussi qu'il y a une porosité de plus en plus marquée entre ces deux missions. Par exemple, tout simplement, pour citer un exemple, c'est c'est la négociation sur la représentation du personnel qui est désormais possible. Donc on voit qu'il y a cette porosité. Et puis, il y a également ici, mais c'est une problématique classique, une vigilance par rapport à l'affichage versus la réalité en la matière, et les risques aussi de contournement dans le contexte-là des instances syndicales. Alors par rapport à ces problématiques, moi j'ai cherché à m'interroger sur les défis pour les syndicats face aux mutations du travail et surtout aux réactions, aux initiatives qui sont possibles dans ce contexte. S'agissant de la première mission, la mission de représentation des travailleurs, ici, on le voit, les organisations syndicales sont confrontées à un constat très fort, c'est l'existence d'une collectivité de travail qui n'a plus rien d'homogène. On a des collectivités de travail de plus en plus hétérogènes et qui supposent une adaptation des organisations syndicales. Par ailleurs, elles doivent également s'adapter aux nouvelles instances de représentation qui ont été particulièrement remaniées suite aux dernières grandes réformes sociales. L'adaptation à la collectivité de travail éclatée, elle provient finalement d'un constat. Ce constat, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le mythe de l'unité de temps de lieu d'action a un petit peu vécu en matière de représentation du personnel.
l'entreprise unitaire simple n'existe plus. On a une complexification marquée des structures de l'entreprise, avec une place de plus en plus croissante des groupes, des structures en réseau, et évidemment les plateformes dont on a parlé depuis ce matin, avec une difficulté parallèle qui vient se juxtaposer à ces entreprises à structure complexe. C'est la difficulté de représenter tous les travailleurs qui exercent une prestation de travail dans l'entreprise. Alors, historiquement, bien évidemment, les syndicats représentent les travailleurs salariés, mais il n'y a pas que des travailleurs salariés dans une entreprise, on a également des travailleurs mis à disposition, travailleurs intérimaires, travailleurs portés, etc. La liste n'est pas limitative, et c'est un énorme défi pour les organisations syndicales que de représenter ces travailleurs. Alors, bien sûr, le législateur dit et rappelle que ces travailleurs-là, à partir du moment où ils interviennent dans une entreprise, sont titulaires de droits, parce qu'ils sont rattachés à une collectivité de travail, mais finalement, ce n'est qu'un premier pas, et afin d'éviter de créer des carences de protection, il y a cette nécessité peut-être de plus prendre en compte un critère qui est celui de l'intégration à l'activité de l'entreprise et d'expérimenter, par exemple, comme ça a pu être le cas de façon très brève, ça a duré moins d'1 an, sur une instance de dialogue social ou de représentation dans les réseaux de franchise. On pourrait imaginer les mêmes expérimentations dans des plateformes. Donc ça suscite ici des défis, en tout cas. S'agissant donc des nouvelles instances de représentation, ici on a eu un phénomène très marqué depuis quelques années et qui a trouvé finalement, on va dire, son achèvement par les ordonnances Pénicaud-Macron de 2017, qui ont fusionné les instances classiquement présentes dans les entreprises, c'est celles qui sont en bas, donc comité d'entreprise, délégué du personnel, comité hygiène, sécurité, conditions de travail, en une instance unique, donc une instance élue par les salariés, qui est le comité social et économique. Alors, la particularité, c'est donc que les mêmes représentants, dont le nombre en plus a pu être diminué à l'occasion, vont avoir finalement toutes les missions de représentation. Donc les réclamations individuelles, toutes les attributions relatives à la marche économique de l'entreprise, et surtout toutes les problématiques relatives à la santé et la sécurité qui étaient auparavant quand même dissociées. Donc là, on a un enjeu de professionnalisation pour les syndicats dont je vais reparler, qui évidemment se pose face à cette fusion des instances représentatives. Une des solutions qui peut être proposée, et puis on le voit là sur l'année 2018, que les organisations syndicales n'hésitent pas finalement à utiliser, même si elles n'étaient pas, on va dire, c'est peut-être plus par obligation, en tout cas par nécessité que par choix, mais en tout cas elles le font, c'est de négocier avec les élus finalement sur cette représentation, en aménageant les moyens, en aménageant l'implantation au niveau local, en aménageant les commissions, c'est-à-dire aussi en essayant d'avoir une sorte, profitant de la possibilité d'avoir des instances à la carte aussi en leur faveur. La version la plus aboutie proposée par les ordonnances Macron de la représentation du personnel, c'est un peu le CSE+, c'est ce qu'on appelle le conseil d'entreprise, c'est-à-dire que c'est une instance de représentation qui fusionne représentation élue et représentation désignée, en ce sens que les mêmes représentants du personnel ont tous les pouvoirs que je viens d'évoquer, plus la mission exclusive de négociation et conclusion des accords collectifs de travail. Alors que, historiquement, ce sont finalement des représentations bien scindées dans l'entreprise, élues et désignées. Alors c'est un pari. Alors c'est un pari prospectif pour l'heure, puisque, sauf erreur de ma part, actuellement il y a 2 entreprises en France qui se sont lancées dans le conseil d'entreprise, et c'était des entreprises en plus où il n'y avait qu'un seul syndicat présent, donc sur lesquels finalement c'était possible, on va dire. Et donc c'est un pari de ce qu'on appelle la codécision à la française. On est très loin des modèles étrangers où il y a parfois une codétermination des conditions de travail, ici entre représentants du personnel et représentants de l'entreprise, mais qu'ici se manifesterait avec ce pouvoir pour le conseil d'entreprise de s'opposer à certaines décisions de l'employeur sur des thèmes qui seraient déterminés ensemble, dont par exemple celui de la formation professionnelle.
Alors c'est plus un droit de veto qu'une véritable codécision en fait dans le texte. Mais ce conseil d'entreprise, comme je vous le disais, rencontre pour l'instant un échec, car il y a des très fortes réticences patronales comme syndicales, avec des craintes finalement différentes, mais elles se rejoignent sur le constat, la crainte d'une baisse du pouvoir des délégués syndicaux, ou au contraire la peur d'une montée en puissance trop importante des pouvoirs des représentants du personnel en matière de gestion d'entreprise. Finalement, ici on a des grosses réticences. S'agissant donc de la deuxième mission des organisations syndicales, donc la mission de négociation collective, ici on a un cadre général qui garantit, qui protège un principe de participation, c'est-à-dire le principe de détermination par les représentants des salariés des conditions collectives de travail, mission qui s'exerce dans les entreprises d'au moins 50 salariés par l'intermédiaire des délégués syndicaux. Alors les difficultés actuelles, celles que notamment j'ai évoquées, la crise de la présence syndicale, qui est ici renforcée par l'éclatement des collectivités de travail, donc l'éclatement du lien entre les représentants syndicaux et la collectivité qu'ils sont censés représenter, et également la précarisation de l'emploi qui ne favorise pas le maintien d'une collectivité stable dans les entreprises, est un obstacle, mais alors que dans le même temps, les organisations syndicales sont confrontées à des négociations de plus en plus techniques, de plus en plus complexes et également nombreuses. La première incidence des mutations du travail que l'on peut relever, c'est une incidence sur les négociateurs et la typologie des négociateurs. Et ici, on a des défis pour les organisations syndicales qui sont très différenciés selon la taille de l'entreprise. Pour schématiser, on a d'un côté la situation de la petite entreprise, alors entendue comme celle de moins de 50 salariés, dans lesquelles il n'y a déjà pas beaucoup de présence syndicale, elles sont très peu de présence syndicale, pas de délégué syndical normalement dans ces entreprises, ce qui a eu pour conséquence que pour négocier des accords, il a fallu rechercher des nouveaux interlocuteurs côté salarié. Alors, plusieurs tentatives du législateur, plusieurs propositions. La dernière mouture que l'on ait, c'est celle des ordonnances de 2017, dans laquelle il y a une négociation possible par des élus du comité social et économique, mandatés ou non par une organisation syndicale représentative, ou par des salariés mandatés, là encore par une organisation syndicale. Mais la particularité, c'est que cette négociation peut intervenir indifféremment avec les uns ou les autres, sans qu'il y ait de hiérarchie. Donc c'est en cela qu'on peut très bien avoir des négociations sans représentant finalement du syndicat dans l'entreprise. Le risque maximal est finalement d'évincement, j'utilise un mot qui est fort, mais qui me semble approprié ici, c'est la possibilité qui est ouverte aux petites entreprises d'avoir recours au référendum d'entreprise. Le principe, c'est le même qu'en matière de démocratie, on va dire, sauf qu'ici, ça a pour conséquence qu'il n'y a plus de réel dialogue social. C'est un projet qui est déterminé unilatéralement par l'employeur et qui est ensuite ratifié directement par la collectivité des salariés. Donc là, on n'a plus potentiellement d'intervention du syndicat, plus le regard d'un expert. Donc évidemment, cela crée là encore des crispations et des très fortes réticences. Pour les plus grandes entreprises, donc celles d'au moins 50 salariés, l'enjeu est différent parce qu'il y a dans ces entreprises-là plus de thèmes de négociation qui sont imposés, en tout cas sur le principe de négocier, pas de conclure, par le législateur. Ici, on a donc un enjeu très marqué, beaucoup plus que dans les petites, de professionnalisation des négociateurs. Alors, professionnalisation, rien que le mot, déjà, c'est un peu la poudre. Il divise énormément en France. Parler de professionnels de la négociation, voilà, ce n'est pas un constat partagé sur le terme. Alors, contrairement, par exemple, à des exemples étrangers, comme le Québec, où là, on a des professionnels de la négociation et ça ne choque personne. C'est une autre culture. Alors, sur cette professionnalisation, qu'est-ce que ça recouvre comme réalité? C'est simplement d'avoir des négociateurs aptes à négocier avec des compétences sur le fond des négociations, donc des thématiques de l'égalité, thématiques de la gestion prévisionnelle des emplois, mais également sur la conduite des négociations. Et on a ici une nécessité d'une reconnaissance réelle de l'expérience acquise à la suite de l'exercice d'un mandat syndical. Alors, comment ici contribuer à cela? Le législateur est intervenu, il a apporté plusieurs éléments pour lutter contre les discriminations, pour permettre la tenue d'entretiens afin de concilier la vie syndicale et la vie professionnelle.
On a l'obligation d'essayer de conclure, et puis il y a pas mal d'accords qui ont été conclus dans les grandes entreprises sur le parcours syndical, pour valoriser véritablement le parcours, mais il y a un investissement qui est attendu des syndicats dans la formation de terrain, donc au niveau local, en relais, on va dire, aux formations communes qui ont pu être initiées, proposées par le législateur ici. Et c'est un énorme enjeu ici, avec toujours cette difficulté à ne pas conduire non plus à une standardisation trop forte du mandat, ni à une coupure du représentant syndical avec la collectivité de travail, puisque c'est avant tout elle qui le représente. Deuxième incidence, donc toujours sur cette mission de négociation, les incidences des mutations se font également sentir sur l'objet des négociations, tant sur le contenu que sur la nature évolutive de la négociation. Alors s'agissant du contenu ici, on a bien évidemment toujours dans les entreprises des négociations obligatoires qui sont menées sur, on va dire, sur le socle des conditions de travail, salaire, durée du travail, égalité professionnelle, etc. Mais ce contenu a également été progressivement enrichi par des négociations qui portent directement sur la perception et la réception plutôt des mutations du travail dans chacune des entreprises. C'est pourquoi on a vu apparaître des négociations sur le télétravail, des négociations sur le droit à la déconnexion. Par exemple, au niveau des branches et pas de l'entreprise, on a même, ça c'est une nouveauté aussi 2017, de la négociation possible sur les contrats précaires, donc CDD et intérim, avec toujours ici un garde-fou, enfin plutôt une limite, c'est que la négociation est encouragée, mais l'idée est de la privilégier au risque d'évincer finalement cette négociation par des démarches unilatérales de l'employeur type charte qui sont prévues à titre subsidiaire, mais ce qui est regrettable puisque l'idée c'est avant tout de favoriser un réel dialogue social, donc il serait dommage ici de le contourner. Pour terminer, la nature évolutive de la négociation. Alors c'est vrai que quand on pense nature de la négociation, on pense à une négociation soit d'adaptation, soit une négociation de finalement donnant-donnant avec des acquis versus des concessions. Ce type-là de négociation demeure bien évidemment, mais progressivement, on voit apparaître peut-être une autre dualité dans la négociation. Alors ça c'est aussi un petit peu prospectif, c'est l'idée de cette évolution d'une négociation qui est transactionnelle, donc avec des acquis et des concessions, par exemple, c'est ce qu'on voit avec des objectifs chiffrés, type négociation sur le salaire ou des négociations d'organisation sur la durée du travail, vers des négociations qu'on peut qualifier de type plus relationnel, c'est-à-dire des négociations qui reposent sur des constats partagés, où on a des objectifs peut-être moins chiffrés, où on a des orientations à plus ou moins moyen, long terme, etc. Et c'est ce qu'on observe dans certains types de négociations, et j'ai pris comme exemple la qualité de vie au travail. Alors quand elle est réellement menée, pas la qualité de vie au travail version smoothie chez Google. Et là, il y a un enjeu aussi véritable du maintien d'une négociation loyale et sérieuse dans ces conditions, afin que le syndicalisme demeure un réel contre-pouvoir et qu'ici, les modalités de négociation ne soient pas fixées unilatéralement par l'employeur. En conclusion, on dit souvent, les médias nous le disent, c'est la fin du syndicalisme. Le syndicalisme est mort. Souvent ces formules-là, à titre personnel, je n'y crois pas une seconde. Mais je pense que peut-être qu'on peut passer du syndicalisme 2.0 à un syndicalisme 3.0, pour reprendre le vocabulaire moderne, avec une nouvelle donne, on le voit, qui est suscitée par les mutations du travail, sur les collectivités à représenter, sur les instances peut-être à créer, sur les négociations à mener. Et il est vrai que des réactions d'adaptation ici s'imposent afin de prendre en compte donc, ces mutations-là. Je vous remercie de votre attention. Merci. On va donc donner la parole à Jérôme Polis, qui est professeur de sociologie à l'Institut d'études politiques de Paris et au Centre de sociologie des organisations, qui lui va nous parler de la guerre froide, de la grève froide, excusez-moi, et la rôle de négociation, les mutations des relations professionnelles en France avec un parallèle. Oui, voilà, c'est intéressant votre lapsus parce qu'on m'a fait remarquer récemment dans un cours d'ailleurs
que cette notion de grève froide, grève froide, voilà, faisait penser à la guerre froide. Et c'est pas tout à fait anodin, ça a évidemment des connotations. Donc l'idée c'est dans cette année qui est vraiment celle du cinquantenaire, hein, de mai 68 et de ce mouvement qui a profondément marqué l'histoire sociale française, de repartir un peu de ces années-là, des années de contestation et de conflits sociaux fréquents dans les entreprises. Les historiens, lors de chacune des... Les historiens, lors de chacune des commémorations décennales, ont progressivement modifié la manière de raconter l'histoire de mai 68. Les 30 premières années, c'était les étudiants, le quartier latin, et puis à partir de 2008, et ça s'est confirmé en 2018, eh bien, on a remis en avant l'idée que ce mouvement social était aussi un mouvement très général qui concernait l'ensemble du salariat français, pas uniquement Paris, pas uniquement les étudiants, pas uniquement les hommes non plus, mais aussi beaucoup les femmes, les milieux agricoles, les jeunes, etc. Et du coup, lorsque ces années ont été réétudiées par les historiens, donc notamment Xavier Vignat, qui parle d'une décennie d'insubordination ouvrière, eh bien, ces historiens ont beaucoup parlé des années 68 pour parler finalement, non pas du seul événement du mois de mai, mais de l'ensemble de la décennie qui va en gros des années 66-67 jusqu'à la fin des années 70. Voilà, donc l'idée c'était de repartir un peu de cette année, ou de ces années 68, en matière de conflits, de travail et de négociation dans les entreprises. Je précise que je parle, paradoxalement, je vais surtout parler de ces questions-là dans les entreprises et pas majoritairement des mouvements sociaux tels qu'on l'associe souvent au mois de mai. Et en tout cas, voilà, l'idée c'est de se demander quel constat faire en la matière. Alors, est-ce que depuis une quinzaine d'années, je vais prendre finalement les années 68 en aval, des années 68 jusqu'à la fin des années 70, et puis les années 2018 en amont, c'est-à-dire du milieu des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée c'est de comparer finalement deux décennies, deux périodes comme ça, avec une question qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'y a pas des similitudes empiriques finalement, depuis 15 ans, une espèce de retour ou une permanence des conflits sociaux, donc des conflits interprofessionnels. Voilà, on peut mentionner depuis le CPE de 2006, la conflit sur les retraites en 2010, le conflit sur la loi travail évidemment en 2016, mais aussi des conflits en entreprise qui sont sans doute moins fréquents, mais qui malgré tout, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, reprennent une importance politique et médiatique certaine. Voilà, que l'on pense à des conflits emblématiques autour de Florange, Petroplus, Goodyear, Air France, dont on arrache la chemise du DRH. Voilà, donc une médiatisation aussi très grande de ces conflits, qui passe aussi par des conflits radicaux, qui seraient revenus, je pense notamment au Fabrice par exemple, qui menace de faire exploser leur usine en 2009. Voilà, donc au cours des campagnes présidentielles aussi, une importance donnée à ces conflits qui rythment les campagnes présidentielles de 2007, de 2012, de 2017 aussi. Je pense à Liverpool en 2017. Et puis, donc, plus généralement, des tensions sociales aussi multiples. Je me suis permis de mettre une petite image des Gilets jaunes, même si on n'est pas dans l'entreprise pour le coup, mais sans doute que ce mouvement social en cours a aussi à voir avec le travail, comme celui qui portait sur les retraites, en réalité, avait aussi beaucoup de choses à voir avec le travail. Donc, voilà. Est-ce que finalement, ces relations sociales, depuis une dizaine d'années, ne seraient pas marquées par une forme de grève froide qui exploserait régulièrement, qui se réchaufferait lors de mouvements sociaux nationaux, mais aussi dans le quotidien de travail des entreprises. Et puis du côté des négociations, là aussi on peut s'interroger, même si les changements en apparence en tout cas semblent vraiment plus importants. D'abord par le fait que le droit organise, comme Marianne l'a dit, de manière très forte, une incitation aux négociations de branche, puis de plus en plus dans l'entreprise. Cette ouverture s'est manifestée dès 1982, et puis elle s'est réalisée pratiquement au moment des 35 heures, où la loi, finalement, l'application des 35 heures, a surtout imposé aux entreprises de négocier sur le temps de travail, beaucoup plus en réalité que de le réduire. Donc j'ai eu beaucoup de mal à retrouver des graphiques sur le nombre d'accords signés sur une longue période. Donc celui que j'ai retrouvé, c'est celui-là. Donc vous voyez, on voit de 90 à 2004. Alors si on prend les chiffres les plus récents, ce qui est intéressant, c'est de voir que le pic des 35 heures, eh bien, il s'est ensuite traduit par une augmentation lente mais régulière, où on est revenu aujourd'hui à ces 36 000 accords en 2015, et on a même atteint 40 000 en 2016. Voilà, donc une remontée progressive mais importante du nombre d'accords après le pic des 35 heures que vous voyez sur le graphique. Pour autant, ces chiffres qu'on met souvent en avant pour dire que la négociation aujourd'hui
dynamique, importante, il faut les relativiser fortement. Lorsqu'on prend en compte le nombre d'entreprises concernées par les négociations, qui devraient négocier, hein, Lauriane a parlé de ces négociations annuelles obligatoires, ces fameuses NAO, c'est une obligation légale de négocier sur les salaires, le temps de travail et les conditions de travail chaque année dans les entreprises qui possèdent un délégué syndical. Eh bien, lorsqu'on regarde celles qui le font effectivement, il faut relativiser fortement ces chiffres. Seuls 15% des entreprises négocient, hein, d'après les données de la DARES, chaque année. Donc voilà, à la fois une augmentation indéniable du nombre d'accords, mais en même temps, on n'est pas du tout dans une culture de la négociation et du dialogue social régulier en France. En réalité, cette négociation, elle reste encore largement à promouvoir, soutenue par les pouvoirs publics, et les lois de 2016 et ordonnances de 2017, finalement, visent surtout à débloquer et à inciter encore une fois davantage à la négociation d'entreprise. Donc, est-ce que ces négociations ne restent pas un peu drôles d'une certaine manière? Et évidemment, avec ces deux expressions de grève froide et de négociation d'entreprise, l'idée est de revenir sur une stylisation un peu oubliée des relations professionnelles qu'avait proposé donc un chercheur DRH, un praticien, quelqu'un qui a un parcours tout à fait intéressant, qui s'appelle Christian Morel, et qui, donc, dans un ouvrage qui s'appelle La grève froide, paru en 1980, proposait de styliser les relations professionnelles en entreprise à partir de ces deux notions de grève froide et de drôle de négociation. Hein, par ces expressions, il cherchait à caractériser deux facettes des interactions entre des stratégies syndicales et le pouvoir patronal dans ces années 68, puisque l'ouvrage sort en 1980 et s'appuie pour une bonne part sur l'expérience de DRH, notamment à Renault, mais aussi dans d'autres entreprises de l'automobile ou de la chimie, de ce praticien, de ce DRH, qui fait une thèse au CNAM en relations professionnelles et qui s'appuie sur son expérience vécue durant toutes les années 70 pour théoriser de cette manière-là ces relations professionnelles. Donc l'idée, c'est un peu de regarder la pertinence et l'intérêt qu'on pourrait avoir à continuer à utiliser ces deux notions pour analyser finalement la structure des relations professionnelles en entreprise dans les années 2000 et 2010. Et c'est ce que je vous propose de faire en montrant finalement la pertinence de ces notions, mais aussi en précisant immédiatement que le contexte, les initiatives et les significations finalement de ces termes se sont peut-être inversés quasi terme à terme entre ces années 68 et ces années 2018. Du coup, je vous propose de regarder ça en 3 points. Hein. D'abord en rappelant un petit peu ce que c'est que cette grève froide et cette drôle de négociation dans les années 70, en retenant pour argumenter sur la permanence des conflits et des difficultés à négocier dans nos années récentes, et en précisant un peu ce que j'entends par cette inversion du sens et des transformations des contextes. Tout ça s'appuie sur un ensemble d'enquêtes que j'ai menées depuis une quinzaine d'années. Pas une enquête spécifique comme un certain nombre de mes camarades l'ont fait, mais c'est plus une synthèse finalement d'une quinzaine d'années d'enquêtes qui ont porté sur aussi bien la mise en œuvre des 35 heures que les conflits du travail, les conflits et les négociations du travail dans les entreprises ou des études menées sur certaines organisations syndicales. Voilà, donc premier point, cette insubordination ouvrière et cette notion de grève froide que met en avant donc, Christian Morel dans les années 70. Hein, donc cet ouvrage analyse finalement un affrontement entre des stratégies syndicales et un pouvoir patronal, parce que l'auteur appelle des armes diplomatiques et des armes non diplomatiques. Hein, les armes diplomatiques, c'est finalement l'étude très fine de la manière dont ces négociations se déroulent dans les années 70, dans lequel il montre que les acteurs ont beaucoup de mal à se parler, et en particulier les négociateurs et les acteurs syndicaux développent tout un tas de tactiques pour monnayer très cher leur éventuelle signature à l'aide de tactiques de surdité stratégique, hein, de ne pas comprendre ou d'éviter d'ouvrir les oreilles, d'être sourd face à des propositions des directions, des tactiques de proclamation, par exemple, qui font que les délégués syndicaux vont commencer par ouvrir des négociations en énonçant tout un tas de principes, lignes rouges, qui bloquent complètement toute négociation derrière. Voilà, donc tout un tas d'annotations très précises de la part de Christian Morel, qui montrent finalement voilà, une tactique syndicale qui n'encourage pas du tout la négociation, hein, celle-ci étant vue comme une armistice provisoire dans la guerre de tranchées ou la guerre de classe que ces délégués syndicaux mènent, beaucoup plus qu'un contrat et des promesses que des acteurs peuvent échanger. C'est ce que j'appelle ici, je cite ici Christian Morel, la négociation n'est pas considérée comme une discussion devant aboutir à un contrat, mais comme un instrument de pression pour obtenir des concessions sans contrepartie.
Donc ces armes diplomatiques, elles se doublent d'armes non diplomatiques qui prennent la forme d'actions directes, ce que Christian Morel appelle le tintouin, dans lequel on émet une forme de réprobation morale très forte envers les cadres et les directions d'entreprise, donc des formes d'action directe très importantes qui ne prennent pas systématiquement la forme de grève ou d'arrêt de travail, mais qui pèsent très fortement sur la nature des relations dans les entreprises, avec voilà, des envahissements de réunions, des grèves du zèle juridique par exemple, en demandant l'application stricte du Code du travail pour finalement mieux négocier d'autres choses. Donc voilà, c'est ce que décrit par le menu et de manière très suggestive Christian Morel, qui s'appuie ici sur son expérience de DRH et de responsable de site. Donc ces armes, elles se combinent avec des enjeux dans lesquels ces acteurs, notamment ces syndicalistes, cherchent à conquérir ce que Christian Morel appelle des systèmes indulgents. Il reprend ça de la sociologie de l'organisation américaine, qui sont finalement tous ces arrangements en faveur des intérêts des salariés qui leur permettent de partir plus tôt, de prendre des pauses plus longues, de maîtriser aussi les règles de promotion, de mobilité professionnelle. Donc Christian Morel ici prend tout un tas d'exemples qui montrent cette force, disons, des salariés et des syndicalistes dans ces années-là. Et donc l'enjeu, évidemment, de régulation, eh bien, tourne autour de ces systèmes indulgents, avec la recherche par les directions d'entreprise de restauration du pouvoir discrétionnaire, de recherche de combat contre ces extensions en fait, et ces facilités qui ont des conséquences sur la productivité du travail, sur le nombre de pièces qui sont sorties, etc. Hein, donc tout ça se déroule dans des contextes organisationnels et un droit social que Christian Morel qualifie de paradoxal, où s'associe à la fois un droit social légiféré relativement fort en France, l'État étant central dans les relations professionnelles et voilà, l'émergence d'un code du travail, qui s'associe avec, paradoxalement, une application très relative de ces règles et de ce code du travail, et des usages, des coutumes qui, sur le modèle plutôt anglais ici, dans les années 70, règlent la réalité des relations de travail. Donc finalement, on a un système dont s'accommodent plus ou moins les directions d'entreprise, qui, en ne signant pas de nombreux accords, gardent aussi les mains libres, ne s'engagent pas, ne sont pas obligés de s'engager sous l'influence de ces tactiques syndicales. Donc l'idée, c'est de regarder un peu comment aujourd'hui ces notions de grève froide et de drôle de négociation restent pertinentes. Alors, sur les conflits du travail, il y a évidemment, voilà, lorsqu'on prend ce graphique, hein, à gauche en 1975 et à droite en 2005, bah, historiquement, une baisse indéniable, notamment du niveau de grève en France. L'indicateur retenu ici, c'est les journées individuelles non travaillées pour faire grève, les JINT, qui montrent voilà, des niveaux de grève historiquement faibles. Si je continue finalement, alors non pas à partir de JINT, mais à partir de la proportion d'établissements qui déclarent avoir rencontré au moins une grève dans l'année 2013, par exemple, on n'a que 1,2% des établissements de plus de 10 salariés. Voilà, donc une conflictualité très faible si on en reste à ce type d'indicateur. Pour autant, d'autres enquêtes, et notamment cette enquête Réponse que j'ai beaucoup exploitée, nous montrent dans les années 2000 eh bien, une diffusion de la conflictualité, de plus en plus d'établissements concernés par des conflits. On passe en gros de 2 établissements sur 10 qui ont rencontré au moins un conflit au cours des 3 dernières années, à 3 sur 10 au milieu des années 2000. Alors évidemment, là, ce que j'ai opéré, c'est un passage de la grève au conflit, hein, parce que le conflit du travail ne se résume pas à la grève. Et ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est en particulier ces catégories que vous voyez, manifestation, pétition, refus d'heures supplémentaires, débrayage, qui sont des arrêts de travail courts, qui montrent ben, voilà, un retour et une permanence un peu de cette conflictualité dans les entreprises françaises. Alors au-delà de ces chiffres, les tensions et les conflits me semblent toujours traverser les relations quotidiennes de travail, autant que ces mouvements sociaux sporadiques et parfois massifs, mais toujours présents dans l'actualité récente autour du travail. Alors, de fait, ces relations professionnelles locales sont clairement plus formalisées et institutionnalisées, mais pas forcément plus coopératives. Et ces politiques de la manifestation, ce tintouin dont parlait Christian Morel, sont certes beaucoup moins aisées, mais une conflictualité individuelle qui se manifeste aussi par de l'absentéisme, des tensions, des incidents, hein, autant d'indicateurs renseignés dans l'enquête Réponse qui montrent des niveaux qui ont augmenté au cours des années 2000, d'après les déclarations des représentants des directions comme des salariés.
Donc une conflictualité individuelle et collective toujours présente. Donc, ces négociations, en outre, ne s'opposent pas à la tenue de la négociation. Et là, je veux insister sur le fait que, par la notion de dialogue social en particulier, souvent on essaie de mettre sous le tapis la nécessaire et indépassable conflictualité en réalité de ces relations professionnelles. De fait, c'est là où on négocie le plus qu'il y a le plus de grèves. Et donc des chercheurs de la DARES ont même montré, toutes choses égales par ailleurs, que là où on négociait, ça renforçait significativement les chances de connaître une grève, même pas simplement un conflit, mais une grève ici, dans les entreprises dans lesquelles on avait négocié. Évidemment, c'est un peu la poule et l'œuf, c'est là où on négocie le plus qu'il y a le plus de conflits, mais c'est là aussi où il y a le plus de conflits qu'on négocie le plus. Et donc, il faut vraiment arrêter d'opposer ces deux formes et les regarder comme deux formes situées sur un même continuum, dont la vitalité conjointe, finalement, pourrait traduire cette culture du dialogue social qu'encouragent de nombreux acteurs aujourd'hui. Alors, du côté des négociations d'entreprise, j'ai dit qu'elles s'étaient largement diffusées, mais aussi fortement formalisées. Et puis, les recherches les plus récentes insistent beaucoup sur leur dimension très gérée, administrée par l'État, dépendante d'obligations légales, voire évitées. Je pense ici à des travaux de collègues qui ont montré très précisément comment pouvaient se dérouler ces négociations, où à la fois on peut les ouvrir, et je rappelle que c'est toujours la direction qui décide d'ouvrir une négociation ou pas, et en même temps les diluer et ne pas forcément chercher à conclure, mais par tout un tas de réunions, toute une période pendant laquelle on va mobiliser les délégués syndicaux, et bien les centrer sur ces processus dans lesquels ils vont éventuellement ne pas faire d'autres choses. Ces négociations ont aussi et surtout changé de sens. Et là, à côté de la typologie, des deux types de négociations qu'a évoqué Lauriane, je reviens un petit peu moi sur une typologie antérieure qui oppose des négociations d'acquisition de nouveaux droits, qui étaient cadrées par le principe de faveur, qui était celle qui ordonnait la manière dont on pouvait négocier, à des négociations dérogatoires qui se sont profondément développées depuis les années 80 et surtout les années 2000, qui sont des négociations de concession où on marchande autour du droit, ces fameuses négociations donnant-donnant ou gagnant-gagnant. De fait, on a assisté à une surréglementation du droit du travail qui a pu favoriser ce que j'ai appelé sa managérialisation, son appropriation et sa mise au service de valeurs managériales, et finalement une forme d'instrumentalisation des négociations et des règles du droit du travail. Donc finalement, pour terminer, des grèves froides et des négociations qui sont largement maintenues, mais dont le sens est largement inversé. Donc ici, d'un côté, il faut insister sur les transformations des contextes entre les années 70 et nos années, chômage de masse évidemment, fragmentation des statuts d'emploi et des conditions de travail, désyndicalisation et division syndicale accentuée, je n'en rajoute pas, mais il faut aussi prendre en compte de l'autre côté les stratégies économiques et financières des firmes. On a évoqué ce matin internationalisation, financiarisation, numérisation aujourd'hui. Plus précisément, du côté des relations sociales, il faut noter aussi l'accroissement des ressources et des expertises que les directions ont accordées à leur service de relations sociales, au management de plus en plus formé, et puis aussi des stratégies de gestion elles-mêmes des relations sociales plus sophistiquées par les directions. Donc au final, des formes d'inversion qui font que si l'expression de Morel, qui relevait, que je note ici, d'une négociation dans l'entreprise qui n'est que la poursuite du conflit avec les mêmes moyens que ceux du conflit, il faudrait, je pense, remplacer cette expression aujourd'hui par une conflictualité qui n'est vue que comme un échec ou une manière de forcer à l'ouverture des négociations. Bien des conflits, finalement, ne demandent qu'une seule chose, qu'on se mette autour de la même table et qu'on puisse négocier. Donc finalement, cette politique de la manifestation, elle est toujours présente, à l'évidence, mais elle est défensive et affaiblie, au profit de négociations technicisées, refroidies, qui ne sont plus associées à des formes de mobilisation, où on construit des rapports de force, et plus souvent contractuelles, mais aussi difficilement engageantes, dont le suivi de la mise en œuvre reste toujours difficile. Au final, donc, des systèmes indulgents qu'on pouvait revendiquer dans les années 70 a aujourd'hui un pouvoir discrétionnaire accentué de la part des directions, des usages et des coutumes qui relevaient d'enjeux explicites, même si c'était informel, dans le jeu social dans les entreprises. On est passé à un droit social formalisé, qui est devenu un droit de l'entreprise, centré sur ce niveau, dans lequel on formalise du bargaining, du marchandage de droits entre les uns et les autres. Au final, si j'en reste au contexte organisationnel en lui-même, évidemment, il faut aussi insister sur ces organisations plus polycentriques, aux frontières mouvantes, qui ont de manière générale restreint le pouvoir des salariés et de leurs représentants. Donc pour conclure, cette analyse qui est très macro et générale, elle ne rend pas justice évidemment à la diversité des situations, des entreprises, des acteurs, des relations qu'ils nouent, mais il me semble qu'elle peut
en soulignant le fait que l'initiative était avant tout syndicale et salariée dans les années 70, montrer une forme de permanence de la grève froide et de la drôle de négociation, l'initiative s'étant totalement renversée au profit des employeurs aujourd'hui. Finalement, ce que montre aussi cette étude, c'est que loin de s'appliquer mécaniquement, ces règles du travail restent au centre du jeu social du travail et de l'action des corps intermédiaires que sont les syndicats, corps intermédiaires largement malmenés dans les années récentes, et pour lequel, évidemment, l'établissement de formes de régulation et de règles sont cruciales pour saisir ces mutations du travail en cours. Merci.